Je n'oublierai jamais l'instant où ma fille de 6 ans, Capucine, s'est levée dans la salle d'audience et où sa petite voix a fendu le silence tendu comme une lame. La juge venait de lui poser une question simple. Avec qui voulait-elle vivre? Avec sa maman ou avec son papa? Et tout le monde s'attendait à entendre une réponse apprise par cœur. Mais au lieu de cela, ma toute petite, dans sa robe rose à marguerite qu'elle avait choisie elle-même ce matin-là, a regardé droit vers Madame la juge Patricie Dornel et a dit ce qui allait tout changer. « Madame la juge, est-ce que je peux dire pourquoi papa veut vraiment que nous vivions avec lui? Je m'appelle Mélanie Gréval, et jusqu'à ce moment précis dans la salle d'audience, j'étais convaincue de connaître l'homme avec qui j'avais partagé 10 années de mariage. Laurent ne voulait pas seulement divorcer, et il ne s'agissait pas uniquement du fait qu'il cherchait à me retirer les enfants en me présentant comme une mauvaise mère. Il convoitait quelque chose qui, à ses yeux, avait plus de valeur que nos enfants. Et tout avait commencé le jour où, 3 mois plus tôt, ma mère, Dorothée, était morte. Voyez-vous, quand quelqu'un demande le divorce en affirmant que vous êtes un parent inapte, vous vous attendez à certaines choses. Vous vous attendez à une bataille pour la garde. Vous vous attendez aux avocats. Vous vous attendez aux accusations et aux témoignages. Mais vous ne vous attendez pas à ce que votre fille de 6 ans révèle soudain la vérité. Ce matin-là avait commencé comme tous les autres jours d'audience dans ce cauchemar. Je m'étais levée à 5 heures, l'angoisse ne m'avait de toute façon pas laissé dormir. Et j'avais préparé le petit déjeuner pour Capucine et pour mon fils de 8 ans, Marceau. Les enfants ont mangé, mais moi, je n'ai pas réussi à avaler la moindre bouchée. Tout se nouait à l'intérieur. Puis, j'ai tressé les cheveux de Capucine comme elle aimait, avec ce fameux ruban violet qui, selon elle, lui donnait du courage. Marceau, lui, portait déjà son petit costume, celui que nous avions acheté pour les obsèques de ma mère. Il était si silencieux que j'avais du mal à lui tirer le moindre mot. Laurent est arrivé au tribunal au volant de sa Peugeot, vêtu d'un costume à plusieurs milliers d'euros, exactement comme il voulait être vu, en promoteur immobilier prospère. Il avait apporté des rapports financiers, fait venir des témoins de bonne moralité et même un psychologue pour enfants, rémunéré pour expliquer que les enfants seraient mieux dans un environnement plus structuré. C'est-à-dire avec lui, et non avec leur mère endeuillée, qui travaillait à temps partiel dans la bibliothèque municipale. Pendant 6 semaines, il avait méthodiquement construit son dossier. Des photos où l'on me voyait pleurer dans un supermarché, 2 semaines après la mort de ma mère. Des témoignages affirmant que j'avais l'air distraite et trop émotive. Même le récit déformé de notre voisine, prétendant avoir entendu les enfants pleurer alors que, selon elle, j'étais à la maison. Chaque preuve avait été soigneusement choisie pour façonner l'image d'une femme qui se désagrège, incapable de s'occuper de ses enfants. Et le plus terrible, c'est que j'ai presque fini par y croire moi-même. Voilà ce qui arrive quand quelqu'un en qui vous aviez confiance transforme votre chagrin en arme contre vous. Vous commencez à douter de tout. Peut-être que je n'étais vraiment pas une assez bonne mère. Peut-être que les enfants seraient mieux avec quelqu'un de plus stable, de plus performant, de plus sûr de lui. 3 mois après la mort de ma mère, Dorothée, emportée par le cancer, je pensais que le pire était derrière nous. Les obsèques étaient passées, les questions de succession en grande partie réglées, et j'essayais de trouver un nouveau rythme de vie pour les enfants et moi. Je travaillais à temps partiel à la bibliothèque municipale, un emploi que j'avais toujours aimé parce qu'il me permettait d'être là quand Capucine et Marceau rentraient de l'école. Notre maison n'avait rien de luxueux, une maison ordinaire de 3 chambres dans un quartier calme. Mais elle était remplie de rires, de devoirs faits autour de la table de la cuisine et d'histoires racontées avant de dormir. Chaque soir, sans exception. Laurent et moi étions mariés depuis 10 ans, et même si tout n'était pas parfait, je croyais que nous tenions bon. Après les funérailles de ma mère, Laurent était devenu distant. Il passait de plus en plus de temps dans son agence immobilière, rentrait tard, sentait un parfum cher qu'il n'utilisait pas auparavant. Et quand il rentrait enfin, il s'enfermait aussitôt dans son bureau. Vérifier des contrats, passer des appels, finaliser des affaires.
Maman, pourquoi papa ne dîne plus avec nous? M'a demandé un jour Capucine, pendant que je l'aidais à colorier un album. Elle dessinait notre famille, et j'ai remarqué que Laurent se tenait à l'écart des autres sur le dessin. Papa travaille beaucoup pour s'occuper de nous, ai-je répondu, même si ces mots me semblaient creux, à moi aussi. Il a énormément de travail en ce moment. La vérité, c'est que moi-même je ne comprenais pas pourquoi tout était devenu si étranger. Laurent avait toujours été ambitieux, mais dernièrement, une dureté était apparue en lui que je n'avais jamais connue auparavant. Au début, ce furent de petites remarques sur mon apparence. « Tu t'es vraiment laissé aller depuis que Dorothée est tombée malade ?» m'a-t-il dit un matin en me regardant par-dessus sa tasse de café. « Tu devrais peut-être moins te plaindre et passer plus de temps à la salle de sport. » Puis vinrent les critiques sur moi en tant que mère. « Tu rends les enfants faibles », disait-il quand je les prenais dans mes bras après une égratignure. « Dorothée t'a trop couvé et voilà le résultat. Tu travailles à mi-temps à la bibliothèque comme une étudiante, au lieu d'avoir de vraies ambitions. » Cela m'a blessée plus que je ne voulais l'admettre. Oui, je travaillais à la bibliothèque. Et j'aimais mon travail. J'aidais les enfants à trouver des livres qui leur donnaient le goût de lire. J'animais des ateliers informatiques pour les personnes âgées. J'organisais le programme de lecture d'été que Capucine et Marceau adoraient. Mais pour Laurent, tout cela n'avait aucune valeur, parce que cela ne rapportait pas un salaire à 6 chiffres. Le matin où il m'a remis les papiers du divorce, je faisais des crêpes en forme de dinosaure, la tradition préférée du samedi de Marceau. Les enfants étaient encore en pyjama et riaient devant quelque chose à la télévision. J'avais de la pâte sur les mains et de la farine dans les cheveux quand Laurent est entré dans la cuisine, vêtu de son meilleur costume, gris foncé, celui qu'il réservait aux rendez-vous les plus importants. Il a posé sans un mot une épaisse enveloppe jaune sur la table, juste à côté de l'assiette où j'empilais les crêpes. « Je demande le divorce, Mélanie. » Voilà, sans avertissement, sans discussion, sans tentative de comprendre ou de sauver quoi que ce soit. Juste quelques mots qui ont fendu notre famille en deux. « Laurent, de quoi tu parles ?» ai-je murmuré en jetant un regard rapide vers les enfants pour m'assurer qu'ils n'entendaient pas. « Parlons-en à part. » « Il n'y a rien à discuter, » a-t-il répondu d'un ton froid et professionnel, comme s'il concluait une affaire immobilière de plus. « Je prends les enfants. Tu es une mauvaise mère et j'en ai les preuves. Mon avocat te contactera. » Il s'apprêtait déjà à partir, mais s'est arrêté sur le pas de la porte et a ajouté, sans se retourner. « Et oui, Mélanie, n'essaie même pas de résister. Tu travailles seulement 20 heures par semaine. Depuis la mort de ta mère, tu ne gères plus rien. Tout est documenté. Chaque fois que tu as pleuré devant les enfants, chaque dîner de pizza parce que tu étais trop fatigué pour cuisiner, chaque moment où tu as choisi de te noyer dans ton chagrin au lieu d'être un parent normal. Laurent, je t'en prie, ai-je commencé, mais il était déjà parti. Je suis restée là, figée au milieu de la cuisine, tandis que les crêpes dinosaures brûlaient doucement sur la plaque. Marceau a levé les yeux de son dessin animé et m'a regardé. « Pourquoi papa est-il si méchant ?»« Il n'est pas méchant, mon chéri. » ai-je menti en esquissant un sourire. « Il est juste stressé par son travail. » Mais à l'intérieur, tout se retournait. Des documents? Des preuves? Depuis quand préparait-il tout cela? Je me suis souvenu de toutes ces soirées où il restait au bureau. Du nouveau parfum. Des remarques de plus en plus dures et cruelles. Avait-il vraiment constitué un dossier contre moi pendant que je veillais ma mère mourante? Pendant que je préparais ses obsèques? Pendant que j'essayais d'expliquer à nos enfants pourquoi leur grand-mère ne reviendrait plus? Ce soir-là, lorsque les enfants se furent endormis, j'étais assise à la table de la cuisine, lisant les documents du divorce. Laurent ne voulait pas simplement se séparer de moi. Il réclamait l'autorité parentale exclusive, affirmant que j'étais émotionnellement instable, financièrement irresponsable et négligente envers les enfants. L'homme qui se tenait à mes côtés devant l'autel et avait juré de m'aimer dans la maladie comme dans la santé, tentait désormais de m'arracher la seule chose qui comptait vraiment pour moi, nos enfants. L'audience sur la garde fut fixée 6 semaines plus tard, et Laurent s'y présenta comme on part au combat.
Il avait engagé Victor Auvray, un avocat réputé dans tout le département pour n'avoir jamais perdu une affaire de garde. Ce matin-là, Auvray entra dans la salle d'audience comme si elle lui appartenait, portant une mallette en cuir qui valait sans doute plus que mon salaire mensuel. Laurent était assis à côté de lui, calme, sûr de lui, avec une nouvelle montre Cartier au poignet que je ne lui avais jamais vue auparavant. Mon avocate, Jeanne Rivière, était compétente et honnête, mais le rapport de force était clairement déséquilibré. Elle travaillait seule, je l'avais trouvée grâce à l'aide juridictionnelle, et bien qu'elle croie en mon dossier, elle ne disposait pas des ressources de l'équipe de Laurent. Ils avaient engagé des détectives privés, des témoins, experts, et même un psychologue pour enfants qui n'avait jamais rencontré mes enfants, mais se disait prêt à expliquer ce dont ils avaient très besoin. Maître Auvray se leva et exposa la position de Laurent, avec aisance, assurance, sans la moindre hésitation. Madame la juge, nous démontrerons que Madame Gréval, malgré toute sa bonne volonté, est tout simplement incapable d'offrir à ses enfants un cadre stable et structuré. Madame Gréval ne travaille que 20 heures par semaine et, depuis le décès de sa mère, se trouve dans un état émotionnel instable. Monsieur Gréval, quant à lui, est un chef d'entreprise accompli, capable d'assurer à ses enfants stabilité, enseignement privé et les opportunités qu'ils méritent. Puis vinrent les preuves, et chacune frappait un peu plus fort que la précédente. On commença par projeter des photos où l'on me voyait pleurer dans un supermarché, 2 semaines après la mort de ma mère. Les clichés étaient faits flous, pris de loin, mais on distinguait mes yeux rougis et les mouchoirs serrés dans mes mains. Cela s'est produit dans un lieu public, Madame la juge, souligna Auvray. Devant les enfants, imaginez ce qui se passe à la maison. Puis ce fut au tour du partenaire professionnel de Laurent, Denis Courtois. J'ai vu Mélanie lors d'événements d'entreprise, déclara-t-il à la barre. Elle paraissait distraite, absente. Lors de la dernière réception de fin d'année, elle est restée seule presque toute la soirée, pendant que Laurent échangeait avec ses partenaires. Les enfants se tournaient naturellement vers leur père. C'était vrai, mais il n'a pas dit que cette réception avait eu lieu 3 jours après le diagnostic de ma mère. Il n'a pas dit que j'avais supplié Laurent de ne pas y aller. Il n'a pas dit que j'étais restée seule parce que Laurent m'avait clairement expliqué que mon air triste nuisait à son image. Ensuite, on fit comparaître notre voisine, Madame Pascale Dorval, qui affirma qu'un après-midi, elle avait entendu les enfants pleurer longuement alors que, selon elle, j'étais à la maison. Cela a duré au moins 1 heure, déclara-t-elle. J'étais inquiète, mais je ne voulais pas m'immiscer. Lors du contre-interrogatoire, Maître Rivière obtint qu'elle admette ne pas être certaine que j'étais réellement présente, qu'une nounou aurait pu être avec les enfants et que les enfants pleurent parfois pour des raisons ordinaires. Mais le mal était fait. Le doute avait pris racine. Puis Laurent lui-même se leva. Sa prestation fut irréprochable. Il parlait à voix basse, avec l'air d'un homme peiné d'avoir à dire des choses désagréables. « J'aimais Mélanie », déclara-t-il en me regardant droit dans les yeux, une tristesse feinte au fond du regard. « Et je l'aime encore, mais après la mort de Dorothée, elle a changé. Elle passe des heures à regarder de vieilles photos. Elle pleure sans cesse. Les enfants m'ont dit qu'ils avaient peur quand leur mère devient ainsi. Pouvez-vous donner des exemples précis ? L'encouragea doucement Auvray. Le mois dernier, Capucine a demandé à sa mère de l'aider pour un projet scolaire sur la famille. Mélanie s'est mise à pleurer parce que cela lui rappelait Dorothée. Finalement, Capucine a dû faire le projet seule. Marceau a commencé à mal se comporter à l'école, à se battre. Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a répondu qu'il était en colère parce que maman est toujours triste. Chaque mot était un coup porté avec précision. Le plus terrible, c'est qu'il contenait de minuscules fragments de vérité transformés en armes. Oui, j'ai pleuré à cause de ce projet scolaire, mais seulement après avoir passé 3 heures à aider Capucine à réaliser un magnifique arbre généalogique. Oui, Marceau s'est battu à l'école, mais parce qu'un autre enfant avait dit quelque chose de cruel sur le fait qu'il n'avait plus de grand-mère. Laurent poursuivit. « Je ne veux que le meilleur pour Capucine et Marceau. Ils ont besoin de structure, de discipline et d'un parent capable de se concentrer sur leurs besoins et non d'une personne engloutie par le chagrin.
Je les ai déjà inscrits à l'institution Montclar pour l'année prochaine. J'ai anticipé leur avenir scolaire, j'ai organisé des cours particuliers, des activités musicales, tout ce dont ils ont besoin pour réussir. L'institution Montclar était un établissement privé d'élite dont les frais de scolarité s'élevaient à 28 000 € par an et par enfant. D'où tenait-il cet argent? Ces 2 dernières années, son activité immobilière survivait à peine. Il se plaignait sans cesse, répétait que nous devions faire des économies. C'est précisément pour cela que j'avais insisté pour augmenter mon temps de travail à la bibliothèque. Madame la juge d'Ornel prenait des notes, me lançant parfois un regard dans lequel je croyais discerner un mélange de pitié et de déception. « Madame Gréval, » déclara-t-elle pendant une suspension d'audience, « je comprends que vous ayez subi une perte douloureuse, mais les enfants ont besoin de stabilité. Les éléments présentés indiquent qu'ils pourraient bénéficier d'un environnement plus solide, tel que celui proposé par leur père. » Mon monde s'effondrait. Chaque histoire racontée avant le coucher, chaque genou écorché embrassé, chaque cauchemar apaisé, tout cela semblait ne plus rien valoir face à la présentation impeccable de Laurent et à son argent. Comment était-ce possible? Pourquoi le mensonge était-il récompensé et l'amour qualifié de faiblesse? La juge proposa de s'entretenir avec les enfants dans son bureau, mais Laurent insista pour que cela se fasse dans la salle d'audience, en public. Transparence, Madame la juge. Les enfants n'ont rien à cacher. Sa certitude me donnait la nausée. La façon dont il s'affalait sur son siège, sûr de sa victoire, me rappela le jour où il avait conclu sa première grosse opération immobilière. Le même sourire, la même arrogance. Madame la juge d'Ornel accepta d'entendre les enfants dans la salle d'audience, mais exigea un cadre aussi doux que possible. « Je veux qu'ils se sentent en sécurité », précisa-t-elle en demandant à l'huissier d'apporter des chaises et de les placer près de son bureau, plutôt que dans le box des témoins. Ce n'est pas un interrogatoire, c'est une conversation. Marceau fut le premier à s'avancer. Il grimpa sur la chaise, voûté, les épaules rentrées. Mon petit garçon courageux, dans son costume d'obsèque, paraissait si petit. Il jetait sans cesse des regards vers Laurent, puis vers moi, avant de baisser les yeux sur ses mains. La juge lui sourit avec bienveillance. « Marceau, il n'y a pas de mauvaise réponse ici. Je veux simplement comprendre comment les choses se passent chez vous. Peux-tu me raconter comment tu vis avec maman et papa ?» La voix de Marceau était à peine audible. « Papa dit que maman a besoin d'aide. Il dit qu'on doit vivre avec lui pour que maman aille mieux. » J'eus l'impression que mon cœur se brisait en 1000 morceaux. Mon propre fils, sa voix apprise, répétée, dressée pour me trahir. Je voulais crier que c'était faux, que Laurent lui avait mis ces mots dans la bouche, mais la main de maître Rivière sur mon avant-bras me retint. Madame la juge d'Ornel reprit doucement. « Et toi, qu'en penses-tu, Marceau? Pas ce que dit ton papa. Toi, personnellement. » Marceau se tortilla sur sa chaise. « Je ne sais pas. Parfois maman pleure. Papa dit que ce n'est pas bien. » La juge hocha la tête. « Merci, Marceau. Tu as été très courageux. » Elle fit signe à l'huissier qui l'aida à descendre de la chaise. Marceau passa devant moi sans lever les yeux, et je sentis mon sang-froid vaciller. Laurent posa la main sur son épaule et la tapota. Un père modèle, digne d'une affiche. Puis ce fut le tour de Capucine. Elle grimpa sur la chaise. Ses jambes pendaient, presque suspendues dans le vide. Ses pieds ne touchaient pas le sol. Ce matin-là, elle avait insisté pour porter sa robe rose à Marguerite, celle dans laquelle, disait-elle, elle se sentait courageuse. Le ruban violet dans ses cheveux, celui qu'elle portait aux obsèques de ma mère, accrocha la lumière quand Capucine se tourna vers la juge. Madame la juge d'Ornel lui sourit avec douceur. « Capucine, ma chérie, raconte-moi comment tu vis avec maman et papa. » Capucine regarda d'abord Laurent. Je le vis lui faire un infime signe de tête. Ses lèvres bougèrent, comme s'il lui rappelait quoi dire. Puis, elle me regarda, et j'essayai de lui sourire pour l'encourager, même si les larmes me brûlaient déjà les yeux, prêtes à déborder. Papa a dit que je devais vous dire que maman pleure trop et qu'elle oublie parfois de nous préparer nos boîtes repas.
Laurent acquiesça, satisfait. Maître Auvray eut l'air content et griffonna une note. Maître Rivière serra plus fort ma main. Les doigts de la greffière martelaient frénétiquement le clavier, consignant ce qui semblait devenir le dernier clou du cercueil de ma vie. Mais Capucine reprit, et sa voix se raffermit. « Mais ce n'est pas vrai, madame la juge. Maman pleure parce qu'elle s'ennuie de mamie Dorothée. Et c'est normal, parce que notre mamie était vraiment très gentille. Et maman n'oublie jamais les boîtes repas. Elle nous fait des sandwichs spéciaux. Elle les découpe en étoiles et en cœurs. Et tous les jours, elle glisse un petit mot dans la boîte. Hier, dans la mienne, c'était écrit « Tu es mon soleil » avec un petit bonhomme sourire. Un mouvement parcourut la salle, comme si tout le monde avait inspiré d'un seul coup. La mâchoire de Laurent se crispa visiblement. « Capucine, tu te souviens de ce qu'on a dit dans la voiture ?» lança-t-il, et dans sa voix vibrait un avertissement. Le visage de la juge changea instantanément. « Monsieur Gréval, vous ne vous adresserez pas à l'enfant pendant qu'elle parle. » Un mot de plus, et je vous fais relever pour outrage à l'audience. Capucine regarda la juge, puis Laurent, puis moi. Je vis son expression basculer, comme si quelque chose, à l'intérieur, venait de se déclencher. Comme si elle avait pris une décision. Elle se redressa, agrippa plus fort les accoudoirs, inspira profondément et dit d'une voix nette. « Papa nous a dit de mentir. Il nous faisait répéter dans son bureau. Il a dit que si on ne l'aidait pas à gagner, on ne reverrait plus jamais maman. Il a dit que maman n'est pas bien parce que mamie est morte. Mais ce n'est pas vrai. Maman est triste, mais elle s'occupe quand même de nous. Elle nous lit des histoires tous les soirs. Elle nous aide pour les devoirs. Elle nous fait du chocolat chaud avec 2 fois plus de guimauve quand on fait des mauvais rêves. » La salle devint parfaitement silencieuse. Même la greffière avait arrêté de taper et fixer Capucine, stupéfaite, sans cligner des yeux. Le visage de Laurent, rouge une seconde plus tôt, vira au blanc. Il serra le bord de la table si fort que ses phalanges blanchirent. « Et ce n'est pas tout, » ajouta Capucine. Sa voix baissa, mais sa détermination, elle, grandit encore. « J'ai entendu quelque chose, mais papa ne sait pas que je l'ai entendu. » Elle leva les yeux vers la juge. « Madame la juge, est-ce que je peux dire pourquoi papa veut vraiment nous prendre, à propos de l'argent dont il parlait, l'argent que mamie a laissé à nos noms ?» Et là, tout a explosé. Laurent bondit, sa chaise racla le sol dans un fracas, et il perdit enfin totalement le contrôle. Ce qui se produisit ensuite allait révéler la vérité qu'il essayait désespérément d'enterrer. La véritable raison de toute cette mise en scène. Laurent se jeta hors de son siège au point de le renverser. Il s'écrasa au sol dans un bruit sourd qui résonna dans la salle d'audience. « Tais-toi, ne l'écoutez pas, elle raconte n'importe quoi. Elle ne comprend même pas de quoi elle parle. » Son visage vira au violet de rage, les veines gonflèrent sur son cou, la salive jaillissait quand il hurlait sur notre fille de 6 ans. Le marteau de la juge d'Ornel s'abattit comme un coup de tonnerre. « Monsieur l'huissier, retenez-le. Monsieur Gréval, vous vous taisez immédiatement ou je vous fais relever pour outrage à l'audience. » Sa voix était tranchante comme de l'acier et coupa la crise de Laurent en 2. 2 agents en uniforme s'approchèrent aussitôt. L'un ramassa la chaise, posa fermement une main sur l'épaule de Laurent et le força à se rasseoir. L'autre se plaça juste derrière lui, prêt à le saisir au moindre mouvement. « Madame la juge, mon client est simplement inquiet parce que sa fille… » commença Maître Auvray, la voix soudain moins sûre, en se levant. Pour la première fois, son sang-froid vacillait. La juge ne le laissa même pas terminer. « Maître, votre client vient de hurler sur une enfant de 6 ans dans ma salle d'audience. Asseyez-vous. » Le ton ne laissait aucune place à la discussion. La juge se tourna de nouveau vers Capucine, et ses traits s'adoucirent. « Continue, ma petite. Tu es en sécurité ici. Dis tout ce que tu penses devoir dire. » Ma courageuse petite fille prit une inspiration tremblante, mais sa voix resta claire. « Il y a 3 semaines, papa parlait au téléphone dans son bureau, à la maison. Il ne savait pas que je jouais avec mes poupées derrière le canapé. J'aime bien cet endroit parce que c'est calme et que je m'y sens bien.
Il parlait avec quelqu'un qui s'appelle Véronique. Ce prénom me frappa comme une gifle. Véronique. Qui était Véronique? C'est sa copine, je crois, poursuivit Capucine d'un ton presque tranquille, comme si elle racontait avoir vu un chat dans la cour. Parce qu'une fois, je les ai vus s'embrasser dans son bureau. Il nous avait amenés un samedi et il a dit qu'il devait récupérer des papiers. Après, j'ai eu envie d'aller aux toilettes et quand je suis revenue, ils s'embrassaient près de son bureau. Un souffle collectif parcourut la salle. Maître Rivière, sous la table, retrouva ma main et la serra. Le visage de Laurent, déjà violacé, devint livide. Maître Auvray lui chuchotait quelque chose avec fébrilité, mais Laurent ne répondait pas. Il fixait Capucine comme s'il voyait un fantôme. « Papa parlait au téléphone très fort, très excité, » continua Capucine. « Il a dit à Véronique que mamie Dorothée avait laissé de l'argent à moi et à Marceau. Beaucoup d'argent. Il a dit que ça s'appelle un fonds fiduciaire, et que s'il a la garde, il pourra décider pour l'argent jusqu'à nos 18 ans. » La juge Dornel se pencha en avant. « Il a dit de combien il s'agissait, ma chérie ?» Capucine hocha la tête. Il a dit « presque 2 millions d'euros » et il répétait tout le temps « 2 millions, 2 millions », comme s'il était très content. 2 millions. Ma mère ne m'avait jamais parlé d'une telle somme. Elle vivait simplement, économisait prudemment. D'où sortaient ces 2 millions? Il a dit à Véronique qu'il avait des problèmes avec son travail, poursuivit Capucine, et chaque mot devenait un clou de plus dans le cercueil de Laurent. Il a dit qu'il devait beaucoup d'argent à des gens dangereux et que les banques ne lui prêteraient plus rien. Et il a dit « Quand je récupère les enfants, on pourra prendre leur argent, sauver la boîte et acheter la maison au bord de la mer, sur la côte atlantique, celle que tu voulais. » Marceau bondit soudain de son siège. « Moi aussi, je l'ai entendu. » Sa voix se brisa d'émotion. « Je ne voulais rien dire parce que papa a dit que si on ne l'aidait pas, il enverrait maman loin. Mais moi aussi je l'ai entendu parler de l'argent. Il était dans la voiture, en haut-parleur, et moi, j'étais derrière. Il a juste oublié que j'étais là. »« Marceau, viens ici s'il te plaît, assieds-toi sur la chaise, près de moi, » ordonna la juge Dornel. Marceau y alla presque en courant. Maintenant, il brûlait de dire la vérité. « Papa ment surtout » lâcha-t-il, et les mots se mirent à déferler. Il nous faisait répéter quoi dire sur maman. Il disait que maman est folle, mais ce n'est pas vrai. Elle est triste à cause de mamie, mais elle s'occupe quand même de nous. Elle nous aide pour les devoirs tous les soirs. Elle fait à manger, un vrai dîner, pas seulement de la pizza. Papa, c'est lui qui n'est jamais là. Et quand il est là, il crie juste pour qu'on se taise, parce qu'il doit téléphoner. Capucine reprit la parole, et sa petite voix fendit de nouveau la salle d'audience. Et puis, papa a dit à Véronique que maman est bête, et qu'elle ne comprendra jamais rien. Il a dit que les juges croient toujours les papas en beau costume et avec un bon travail. Il riait, madame la juge. Il riait en disant qu'il allait nous prendre à maman. Il a dit que dès qu'il aura l'argent, il pourra la jeter comme une ordure. C'est ce qu'il a dit, la jeter comme une ordure. Madame la juge Dornel se tourna vers Laurent. Il y avait du feu dans ses yeux. Monsieur Gréval, existe-t-il un fonds fiduciaire constitué par Dorothée Monclar au bénéfice de ses enfants? L'avocat de Laurent feuilleta fébrilement ses documents. Son sang-froid vola en éclats. Madame la juge, nous n'avons connaissance d'aucun fonds fiduciaire. C'est la première fois que nous en entendons parler. La juge ne lui accorda même pas un regard. J'ai posé la question à monsieur Gréval, maître. Pas à vous. Laurent répondit presque dans un souffle. Il ne restait rien de son assurance d'avant. Oui. La juge se pencha légèrement en avant. Et vous l'avez dissimulé au tribunal? Vous avez cherché à obtenir l'autorité parentale pour accéder à l'argent destiné à l'avenir de vos enfants? Vous avez contraint vos enfants à mentir sur leur propre mère, en audience? Vous entreteniez une liaison avec une autre femme, tout en présentant votre épouse comme un parent inapte? Un silence assourdissant s'abattit sur la salle. Tout le monde attendait ce que Laurent allait répondre. Mais madame la juge Dornel n'eut besoin d'aucune minute de réflexion.
Elle rendit sa décision sur le champ, rapide, tranchante, définitive. Monsieur Gréval, en 20 ans sur ce siège, j'ai vu de nombreux dossiers de résidence et d'autorité parentale, mais très rarement une manipulation aussi calculée, à la fois du système judiciaire et d'enfants innocents. Vous avez menti en audience, dissimulé des actifs, forcé des mineurs à mentir et tenté de les priver de leur héritage légal. Elle se tourna vers Maître Rivière. « Maître, j'accorde immédiatement à votre cliente l'autorité parentale exclusive avec résidence habituelle des enfants chez elle. À Monsieur Gréval, je n'accorde qu'un droit de visite médiatisé jusqu'à la fin d'une enquête complète menée par l'aide sociale à l'enfance et le parquet pour faits de fraude, de contraintes sur mineurs et de faux témoignages. » Maître Auvray bondit sur ses pieds. Son costume de créateur n'avait soudain plus rien d'impressionnant. « Madame la juge, mon client entend interjeter appel. » La juge répondit, froide et brève. « Votre client a de la chance de ne pas quitter cette salle menottée. Le fonds fiduciaire constitué par Dorothée Monclar demeure protégé et intouchable, exclusivement destiné à l'éducation et à l'avenir des enfants. L'unique administratrice en est Madame Gréval. Monsieur Gréval est tenu de verser une pension alimentaire de 3 000 € par mois. Il lui est interdit de s'approcher du domicile familial, sauf dans le cadre des visites expressément fixées par le tribunal. Quand nous sommes sortis du tribunal, Capucine me tenait la main droite et Marceau la gauche. Le soleil d'octobre réchauffait nos visages, comme l'étreinte de ma mère, venue du ciel. « Maman, pardon que papa ait été aussi méchant avec toi, » murmura Capucine en levant vers moi ses grands yeux bruns. Là, sur les marches du tribunal, je me suis agenouillée et j'ai serré mes 2 enfants contre moi. Vous avez été incroyablement courageux, mes amours. Tous les 2. Mamie Dorothée serait si fière de vous. Vous avez dit la vérité quand vous aviez peur, quand c'était difficile. Ça, c'est le vrai courage. Capucine dit tout bas, en faisant glisser ses doigts sur le ruban violet dans ses cheveux. Elle m'a dit de dire la vérité. J'ai rêvé cette nuit que mamie me demandait d'être brave et de te protéger comme tu nous protèges. Elle a dit « La vérité finit toujours par gagner, même quand les menteurs portent des costumes chers. » Était-ce vraiment l'esprit de ma mère ou simplement la conscience d'une petite fille? Je ne le saurai jamais. Mais cet instant m'a appris quelque chose d'essentiel, quelque chose que je garderai toute ma vie. Parfois, les plus petites voix disent les plus grandes vérités. Parfois, les enfants voient à travers les masques dont les adultes se servent pour tromper le monde. Laurent avait tout. Des avocats coûteux, des preuves préparées, un mensonge soigneusement construit, des déclarations répétées et apprises. Mais il avait oublié une chose, une petite fille de 6 ans qui aimait sa mère plus qu'elle ne craignait son père. 3 mois plus tard, lorsque l'enquête fut terminée, toute la vérité remonta à la surface. La société immobilière de Laurent croulait sous 800 000 € de dettes. Il enchaînait des emprunts qu'il ne pouvait pas rembourser, misait sur des opérations risquées qui tournaient mal et vivait très au-dessus de ses moyens, uniquement pour préserver l'image d'un homme qui réussit. La Peugeot, la montre Cartier, les costumes coûteux, tout avait été acheté à crédit, un crédit qu'il ne tenait pas. Sa petite amie, Véronique, qui était en réalité sa secrétaire, l'a quitté la même semaine où sa société a été placée en liquidation. Et le fonds fiduciaire créé par ma mère était encore plus important que ce que Capucine avait entendu. Mon père est mort quand j'étais petite, et son assurance, ajoutée aux économies de ma mère et à des placements prudents, a fini par représenter 2 300 000 €. Elle ne me l'avait jamais dit. Elle voulait que je vive sans m'appuyer sur l'argent. Elle voulait que je trouve le bonheur dans les choses simples, comme elle l'avait toujours fait. Cet argent était destiné à Capucine et Marceau. Leurs études, leur avenir, leurs rêves. Laurent avait découvert l'existence du fonds en triant les papiers de ma mère, soi-disant pour m'aider avec la succession. Aujourd'hui, il verse la pension alimentaire, sur décision du tribunal, automatiquement prélevée sur son salaire dans la concession automobile où il travaille. Les enfants le voient un week-end par mois, dans un espace rencontre médiatisé, en centre-ville. Peu à peu, ils apprennent à pardonner. Pas pour lui, pour eux.
Je ne veux pas qu'ils portent la colère en eux. Maman disait toujours, la haine est un poison que tu bois en espérant que l'autre s'empoisonne. Et moi? J'ai repris des études pour devenir bibliothécaire à temps plein. La direction de la bibliothèque a même créé un poste pour moi. Ils avaient entendu notre histoire. Chaque soir, je couche les enfants, je leur lis une histoire et je remercie Dieu pour leur courage. Le fonds fiduciaire repose tranquillement à la banque. Il attend l'avenir que ma mère voulait rendre possible. Capucine veut désormais devenir juge, comme Madame la juge d'Ornel. Quelqu'un qui écoute les enfants et qui protège les familles. Marceau, lui, veut être instituteur, pour aider les enfants qui traversent des choses difficiles. Récemment, Capucine m'a demandé si le mensonge était toujours mal. Je lui ai dit « Oui, mentir, c'est mal. Mais dire la vérité, surtout quand c'est dur, surtout quand ça dérange les puissants, voilà le plus grand courage. » Elle a souri et a dit « Comme quand j'ai parlé au juge de papa ?»« Exactement, ma chérie. » Toutes les batailles ne se gagnent pas avec l'argent, le pouvoir ou des costumes parfaitement repassés. Parfois, elles sont gagnées par une petite fille qui refuse de laisser l'injustice triompher, qui se lève dans une grande salle d'audience, effrayante, et dit la vérité que tout le monde doit entendre. Ma mère disait toujours « La vérité a le don de trouver la lumière, même dans les endroits les plus sombres. » Elle avait raison, et elle s'est assurée que sa petite fille le sache, elle aussi.